Bonjour Serge Leboulch de Réciprocité. Merci de votre temps parce que ce matin, on va échanger sur votre activité, mais surtout pour vous dire à quel point nous sommes heureux de vous recevoir préalablement à une table ronde que l'Association nationale Art urbain dans les territoires organise à l'Arche de la Défense sur le thème des franges des villes, bourgs et villages. C'est un thème qui prolonge celui que nous avons développé en 2020 sur 2019-2020 sur les mobilités innovantes, qui est un thème très transversal à l'évolution des villes. Et cette année, on voulait réfléchir avec des partenaires comme vous, privés et également publics, sur ce thème des franges, parce que la période dans laquelle nous vivons depuis le mois de mars montre à quel point les gens ont quitté en partie ou voulu quitter des densités importantes, des centres-villes, etc., pour se retrouver plutôt aux franges des villes et régions, pour pouvoir habiter autrement dans des densités plus faibles, etc. Donc, c'est sur ce thème que nous allons travailler. Donc, encore une fois, merci pour votre intervention. Et la première question que j'ai envie de vous poser, c'est qui vous êtes et quelle est votre société? J'ai noté Réciprocité, mais c'est quoi Réciprocité? Bonjour Louis. Alors, Réciprocité, c'est une société d'ingénierie sociale et territoriale que j'ai créée en 2011, donc 9 ans à Lyon, et qui est une équipe de sociologues, urbanistes, architectes, avec d'autres métiers, d'autres spécialités, notamment dans le domaine de la maîtrise de projet de l'économie sociale et solidaire. Et donc, cette entreprise qui existe depuis 9 ans s'est intéressée depuis l'origine à 3 sujets sociétaux d'importance que sont le vieillissement, donc l'allongement de la durée de la vie et corollaire, le vieillissement de la population, ce sont 2 choses différentes et complémentaires. Le délitement du lien social, en quoi ce vieillissement peut-il être impacté ou peut-il lui-même impacter la question de nos relations sociales, de nos relations humaines, et la paupérisation ou baisse du pouvoir d'achat en fonction du sociotype qu'on peut étudier. Donc, je suis un homme d'entreprise, un homme de PME, et ma question c'était, est-ce que ces 3 grandes problématiques sociales peuvent trouver des réponses, des solutions? Est-ce qu'on peut développer des solutions par le prisme de l'habitat pour aider une fois de plus à trouver des réponses? On a, et je terminerai là-dessus et on continuera dans l'échange, en fait on a utilisé 2 voies, 2 métiers, un qu'on a baptisé l'assistance à la maîtrise d'usage, donc qui est le pendant de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage, de l'AMO, et donc de l'AMU qui se veut être l'élément de coordination, de coopération de toutes les parties prenantes d'un projet urbain, en intégrant les habitants le plus vite possible, de manière à construire un projet sur la base des usages futurs du sujet qu'on étudie. Donc l'AMU, toutes ces études, on y reviendra dans le détail, je pense. Et ensuite, ce qu'on a appelé la gestion-animation, c'est-à-dire en fait l'accompagnement durable du projet des habitants et usagers qui vont le faire vivre, de manière à leur donner les outils, les formations, les informations, les méthodes qui vont leur permettre de s'approprier le lieu de vie dans lequel ils vont s'implanter. Voilà, donc AMU, GA, assistance à la maîtrise d'usage, gestion-animation, pour développer des réponses plutôt innovantes, mais duplicables, évolutives, à 3 grandes questions sociétales qui, par le prisme de l'habitat, sont le vieillissement, le délitement du lien social et la paupérisation. Donc c'est passionnant parce que donc pour nos adhérents, évidemment, qui sont des acteurs du cadre de ville, qui soient promoteurs, aménageurs, concepteurs, techniciens, etc. C'est vraiment un sujet totalement d'actualité. Et ce que j'avais envie de vous poser comme question, c'est vous travaillez pour des acteurs plutôt publics ou des acteurs privés? Parce que, encore une fois, on voit aussi à quel point le monde privé
se développe considérablement depuis quelques années et prend parfois le relais d'action publique et comment vous vous intégrez dans cette évolution des acteurs? Alors, prioritairement, lorsque nous avons créé la société et donc développé l'équipe, on s'est adressé à des bailleurs sociaux. Donc, plutôt des acteurs privés à mission sociale, avec des entreprises à mission sociale, donc des bailleurs, puisqu'évidemment, la question du vieillissement dans le logement HLM est une question qui se posait d'ailleurs pas beaucoup, qui existait évidemment, qui était déjà prégnante il y a 12 ans, c'est-à-dire bien avant même que j'ai créé la société, j'avais commencé à m'y intéresser. Donc cette question du vieillissement, du fait que les personnes qui rentrent aujourd'hui en logement HLM ne le quittent pas ou peu, qu'on y rentre de plus en plus tard aussi parce qu'on peut avoir des parcours de vie un peu difficiles. Et quand on rentre dans le logement HLM à 50, 55 ans, on est destiné à y vieillir durablement. Donc, d'une part, la question du vieillissement, d'autre part, la question du lien social, les chocs sociaux, les chocs culturels, l'ostracisation, dont font preuve parfois, dont sont victimes parfois plutôt les habitants des HLM. Et puis, donc question donc du lien social, du lien intergénérationnel, du lien entre les habitants du social et du libre, entre les habitants de la résidence sociale et du quartier. Et puis la question évidemment de la paupérisation, alors là pour le coup qui est franchement une question prégnante dans le logement HLM, puisque même si les locataires aujourd'hui, grâce à des aides, grâce à plein de choses, sont en capacité évidemment de payer leur loyer, il y a de plus en plus de personnes qui sont fragilisées économiquement et qui ont beaucoup de mal à payer leurs charges. Donc ces trois questions-là étaient vraiment destinées d'abord à des bailleurs sociaux. Et on a commencé à expérimenter avec l'un d'entre eux, donc à l'époque qui s'appelait le groupe Logement Français, donc filiale logement d'AXA, qui est devenu 1008 Habitat. Et on a développé avec eux, avec une convention de recherche-action auquel on a associé l'Université Lyon 3, on a développé un dispositif qu'on a baptisé Chers voisins, qui est un concept d'habitat intergénérationnel dans le logement social et qui promeut ce voisinage solidaire, cette question des échanges, du troc, des services, de la convivialité, et qui va permettre de également gagner du pouvoir d'achat par les services qu'on va se rendre. Voilà, en gros, ce qui a été développé. Donc, on a commencé, pour répondre à votre question, on a commencé par les bailleurs sociaux, donc déjà par plusieurs, et on a ensuite été repéré, je dirais, par le monde de la promotion, c'est-à-dire que les promoteurs immobiliers, voyant ce que nous faisions avec des bailleurs en direct, nous ont demandé si nous pouvions les aider à construire des programmes qui sens et qui intègrent cette dimension d'une solidarité de voisinage intergénérationnel durable dans leurs programmes. Comment pouvaient-ils, eux, proposer à leurs clients bailleurs des VFA qui intègrent cette ingénierie sociale, évidemment aussi de manière à pouvoir expliquer aux collectivités qu'ils avaient ce désir de faire plus et mieux que de couler du béton et de faire du logement. Donc on a démarré il y a 6 ans, où il y avait qu'un premier promoteur avec lequel, qui est devenu un partenaire ami, avec lequel nous travaillons depuis 6 ans, qui est le groupe Eiffage, et notamment par sa filiale Eiffage Immobilier, avec lequel on a développé une résidence intergénérationnelle qu'on promeut maintenant aujourd'hui sur tout le territoire français. C'est vraiment, en vous écoutant, c'est vraiment, on a envie de rebondir sur tout ce qui se dit depuis 6-7 mois sur l'habitat, sur le logement, sur la nécessité de recomposer le logement, etc., sur cette notion de mixité qui a longtemps été évoquée comme étant la panacée pour mieux vivre les territoires et qui manifestement est très compliqué à mettre en place, sur le rapport propriétaire-locataire, puisque là aussi ces questions rebondissent, puisque comment dirais-je, quand il y a eu les grands changements d'aide non plus à la pierre mais à la personne, où on a commencé à mettre en place la propriété dans les années 80, on voit à quel point c'est pas forcément la panacée pour beaucoup de gens que d'être propriétaire. Et on se rend compte que dans beaucoup de la pauvreté se retrouve beaucoup dans des petites copropriétés aux franges des villes. On va arriver à notre sujet. Et je voulais avoir un peu votre point de vue sur cette évolution mixité
d'une part, et propriétaires-locataires d'autre part. Alors sur la mixité, sans dogme, parce que là, ça mérite vraiment d'être interrogé et c'est des sujets évidemment récurrents. Je vais prendre deux exemples peut-être. On parle souvent de mixité sociale. Alors je vais pas m'attarder sur la mixité fonctionnelle, encore que ça fera peut-être l'objet de la partie de notre discussion sur la question des tiers-lieux, sur la question de l'animation et des lieux. Donc la mixité fonctionnelle est évidemment extrêmement importante. Mais sur la mixité sociale et sur la mixité générationnelle ou intergénérationnelle, là c'est un vrai sujet assez passionnant parce que on parle de mixité alors que souvent il s'agit de diversité. On a une diversité sociale, on a une diversité générationnelle, on l'organise et donc on la mixe et on parle de mixité. Et souvent on parle de mixité sociale alors qu'on fait de la mixité urbaine. C'est-à-dire que lorsqu'on met sur un même territoire, un quartier et même sur une même escalope foncière, un immeuble social, un immeuble libre, et qu'on met entre les deux un grillage de 2,50 m et des Troènes, est-ce qu'on fait réellement de la mixité sociale? Pas complètement certain. Donc, ça mérite en tout cas d'être interrogé. Donc, mais on ne va pas évidemment créer des pléonasmes, des contradictions, des locutions qui seraient trop hasardeuses en mixité intersociale, comme on le fait aujourd'hui avec la mixité intergénérationnelle. Nous, pourquoi en fait on a adopté ce vocable de mixité intergénérationnelle dans l'habitat, l'habitat intergénérationnel, c'est parce que le inter, pour nous, symbolise le lien entre les générations. De la même manière que la mixité sociale pourrait devenir intersociale si on travaillait cette question du lien entre toutes les personnes, qu'elles habitent, qu'elles soient locataires du logement social ou qu'elles soient locataires du libre ou propriétaires habitantes. Donc cette question du lien, elle est absolument essentielle. Accompagner ce lien, leur permettre de faciliter les échanges, le partage, c'est le vrai sujet, quoi. Donc voilà ce que je vois de cette mixité qui, à mon avis, n'a de sens que si elle est pensée comme créatrice et facilitatrice de liens. Tout à fait. Alors, ça veut dire que dans le même immeuble, dans la même maison, on peut habiter différemment suivant qu'on soit propriétaire ou locataire, suivant qu'on soit jeune ou moins jeune, etc. Comment vous expliquez ça de façon pragmatique? Alors, aujourd'hui et de manière pragmatique, clairement, dans les programmes, les bailleurs souhaitent rester propriétaires et de leur foncier et de leur immobilier, et ce, d'une manière dissociée de leurs voisins du libre, du privé. Pour des raisons, d'ailleurs, qui sont parfois des raisons, pratiques, qui sont des questions où le bailleur social ne souhaite pas passer par un syndic de copro pour gérer les travaux des communs, etc. Donc, il souhaite préserver, je dirais, l'unicité de son patrimoine. Voilà, exactement, gérer son habitat. Mais on peut déjà faire plein de choses, c'est-à-dire que on peut tout à fait imaginer, comme je le disais tout à l'heure, que si nous avons deux propriétés, une du social, une du privé, sur un même tellement foncier, on peut tout à fait envisager une grande fluidité entre ces immeubles et leur faire participer, permettre aux habitants de ces deux immeubles ou de ces X cages d'escalier de participer à des activités, des clubs, des communes, que ce soit des jardins, que ce soit ce tiers-lieu maison des projets qu'on va mettre au centre de l'opération et qui va permettre aux gens, sans savoir s'ils viennent du libre ou du social, de vivre ensemble, de vivre et de faire ensemble d'ailleurs. Parce que l'important, c'est non seulement c'est de vivre les uns à côté des autres, mais c'est aussi de pouvoir faire des choses ensemble. Bien sûr. Alors, justement, dans ce que il nous semble que de ce que nous avons perdu dans l'habitat, puisque vous évoquez ces sujets de tiers-lieux, le mot est prononcé, c'est ces parties communes, c'est-à-dire que quand il y a quelques années, on appelait ça des locaux communs résidentiels, des LCR, etc. Toutes ces parties communes sont disparues, etc. Et comment vous imaginez à l'aune du télétravail, puisque ça y est, nous rentrons dans une période où le télétravail pour une bonne partie de la population est devenu un usage important. Je ne sais pas s'il restera durable, mais enfin, il restera en tout cas quelque chose de cette période, c'est certain. Comment vous voyez l'intégration de ces parties communes justement dans ces immeubles et peut-être ces liens entre ces entités que vous évoquez, entre les locataires, des propriétaires, etc. Alors,
Je vous parlais tout à l'heure des expériences maintenant éprouvées qu'on mène depuis 9 ans avec des bailleurs sociaux et des promoteurs qui vendent en VFA à d'autres bailleurs sociaux. Et ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir sur l'ensemble du territoire français un certain nombre de projets qui ont été livrés, qu'il s'agisse de projets de réhabilitation, qu'il s'agisse de résidences déjà habitées pour lesquelles nous sommes intervenus en direct avec le bailleur social et ses locataires, ou d'opérations neuves, de promotion immobilière, voire d'aménagement suivi de promotion immobilière. Donc on est vraiment sur tous ces sujets. L'important pour nous, c'est qu'est-ce qui se passe avec les gens lorsqu'ils sont là, avec les personnes qui sont présentes, qu'elles soient locataires, propriétaires, du libre ou du social. On a un prérequis, on fait deux métiers, l'AMU et la GA, la science, la maîtrise d'usage et la gestion animation, et on a quelques prérequis. Et dans les prérequis, il nous faut, quand on est dans le social en LCR, absolument, nous sommes pour la réhabilitation des LCR, des locaux communs résidentiels. On en a fait aujourd'hui des maisons de projet. C'est-à-dire que les LCR d'antan, qui étaient formidables et qui fonctionnaient, et qui se sont mis à ne plus fonctionner, étaient des lieux qui étaient laissés à la disposition d'associations, de groupes d'habitants qui se prenaient en main et très responsables faisaient dans ces locaux de l'aide aux devoirs, des activités pour etc. Donc ici passait plein de choses vachement intéressantes. On a aujourd'hui, dans tous les projets qu'on mène, imaginé que cet ancien LCR devait devenir une maison des projets. Donc le tiers-lieu, c'est un peu un mot, un peu tout. Nous, on l'a appelé maison des projets pour bien expliquer qu'on venait pas là pour consommer du service ou pour laisser ses gamins en garderie ou pour que sais-je. On vient là et on participe avec les autres à un projet commun, un projet résidentiel commun. Et donc, on propose clubs, activités en fonction de ce qu'on a envie de faire, de ce qu'on a envie de voir émerger. Et nous, nos salariés qui sont présents dans ces maisons des projets et qui accompagnons ces projets habitants, on est là uniquement pour apporter de la méthode, des outils, de la modération, de la coordination, etc. Pour apprendre ou accompagner toutes ces personnes à s'approprier ce lieu dans cette résidence ou dans cet ensemble résidentiel qui va permettre, une fois plus, de mieux vivre et de faire ensemble. Donc, c'est les statuts d'une association de résidence si besoin, c'est comment est-ce qu'on gère une caisse, comment est-ce qu'on gère une réunion, comment on fait de l'intelligence collective, comment on fait de la communication non violente, bref, plein de sujets, plein d'outils qu'on mette à la disposition des habitants, locataires ou résidents. Et toutes ces maisons des projets, j'en termine, toutes ces maisons des projets sont toujours ouvertes sur le quartier et sur le reste de la commune. C'est-à-dire que pour pas tomber dans le piège de l'entre-soi, on commence par travailler avec les résidents de l'immeuble ou de l'ensemble immobilier qui nous est confié, et puis progressivement on l'ouvre à l'ensemble du quartier et de la commune, de manière à ce qu'on puisse tisser des liens, construire des ponts entre toutes les personnes d'un territoire. Alors, la question qui vient tout de suite derrière, c'est quoi le modèle économique de ces lieux et de la gestion de ces sociétés ou associations, que sais-je. Qu'est-ce que c'est? Alors, sur tous les premiers tiers-lieux, sur toutes les premières maisons des projets que nous avons installées, aujourd'hui, j'en faisais le compte ce matin, avant notre réunion, je pense qu'on a 24 tiers-lieux aujourd'hui pour une trentaine de résidences. 24 tiers-lieux, une trentaine de résidences et 5500 bénéficiaires à peu près, hein, des gens qui participent de cette dynamique habitants citoyens. Alors c'est à la fois beaucoup et peu, quoi. C'est-à-dire qu'on aimerait que ça soit évidemment ça fasse tache d'encre et qu'on en trouve partout. Bien sûr. Alors, il y en a d'autres, hein, d'ailleurs. Là, évidemment, on parle. C'est moi qui m'exprime au nom de Réciprocité, mais bien sûr, il y a d'autres initiatives. Bien sûr. Chez d'autres bailleurs ou avec d'autres acteurs. Bien sûr. En tout cas, dans ceux que nous faisons, la question du modèle économique, toute la partie assistance à la maîtrise d'usage, c'est-à-dire toute cette de faisabilité, d'opportunité, cet accompagnement du bailleur auprès de la collectivité, des élus, des services, mais aussi des réseaux associatifs, des commerçants, des prestataires de services qui vont ceinturer l'ensemble résidentiel qui existe ou qui va exister. Tout ça est super important, c'est-à-dire qu'il nous faut nous appuyer sur toutes les compétences, sur tous les savoir-faire, sur tous les acteurs de la ville dans lequel ce va se développer. Donc on fait ça. On met cette espèce de coordinateur qui va permettre à chacun de comprendre qu'il y a là un projet peut-être un peu innovant, mais en tout cas très inclusif et qui va permettre à tous de participer à un mouvement collectif. Absolument.
Donc ça, cet AMU, cette assistance à maîtrise d'usage, est financé par le bailleur social. C'est-à-dire que D'accord. nous avons des honoraires pour participer pendant toute la durée de la conception des travaux jusqu'à la livraison de la résidence ou des travaux. Et donc c'est le bailleur qui finance ça. Une fois qu'on a fait ça, on a ce qu'on appelle donc cette gestion animation. Et dans notre dispositif, on accompagne le bailleur à nouveau pendant 2 ans. Dans notre sujet, on est souvent avec un équivalent temps plein 80%, donc une personne, 80% de son temps, 4 jours par semaine, mais ça peut être également un peu le dimanche matin, un peu le vendredi soir, en fonction en fait des temps de vie de la résidence, va accompagner les habitants pendant 2 ans dans un sujet d'autonomisation, de responsabilisation, d'appropriation citoyenne de ce nouveau lieu de vie pour que les gens progressivement puissent apprendre à se connaître, à faire des choses ensemble, etc. Donc pendant 2 ans, on accompagne le projet d'habitat. C'est également financé, alors c'est financé si nous travaillons en direct avec le bailleur par le bailleur social, et par une association, si une association souhaite accompagner le dispositif. Nous-mêmes avons créé l'Association nationale Chers Voisins pour accompagner ce type de projet résidentiel. Ça peut aussi être financé, ça c'est quelque chose de très atypique et je trouve de très intéressant, par un promoteur. C'est-à-dire qu'Eiffage, lorsque je suis allé lui présenter le projet de cet habitat intergénérationnel solidaire promu par un promoteur constructeur et livré dans une VFA sociale à un bailleur, je lui ai dit ce qui serait génial, c'est que ce soit vous qui vous impliquiez durablement sur ce projet résidentiel. Ce sera donc très différent de ce que font les promoteurs ordinairement, puisque vous serez durablement sur ce lieu de vie. Et vous en tirerez beaucoup d'enseignements pour pouvoir faire d'autres promotions qui, à nouveau, soient porteuses de sens. Et voilà, vous allez améliorer vos pratiques et votre connaissance des habitants qui vivent dans les lieux que vous construisez. Ça a été accepté, et donc toutes les résidences qu'on réalise en ce moment avec Eiffage, le dispositif s'appelle Cocoonage, et on est je crois qu'on est à 23 ou 24 résidences qui sont qui ont été livrées déjà, 3 très prochainement. Donc c'est quand même, c'est quand même assez important sur tout le territoire français. Tout à fait. Non, ce qui est très intéressant, c'est que ça ne concerne pas uniquement le logement social, que dit social, mais effectivement que les opérateurs privés soient concernés. C'est vraiment tout à fait intéressant. Ça rejoint notre. Exactement. Juste pour terminer notre interview et pour revenir sur notre thème des franges, c'est vrai que ce travail concerne des habitants en place, mais concerne également des projets, c'est-à-dire des habitants qu'on ne connaît pas. Bon. Et par définition, ce travail sur les franges urbaines de ces villes, villages et bourgs, ce sont des projets qui s'engagent aujourd'hui, où les gens ont quitté un peu les densités fortes, etc., pour arriver dans des lieux de nature, dans des lieux moins chers, hein, clairement, voilà, et dans lesquels souvent le paradoxe, c'est qu'il y avait des mobilités, des coûts de transport, qui est le premier, on le sait tous, des coûts de transport plus importants. Mais, encore une fois, pour certains d'entre eux, le télétravail va diminuer partiellement ce coût de transport. Alors, moi, je voudrais juste conclure un peu notre interview de ce matin, parce que ces actions passionnantes, on aura l'occasion d'en débattre sur les territoires avec des élus et des opérateurs, publics ou privés, lors de notre table ronde. Mais je voulais un peu avoir votre avis sur justement ce travail avec des habitants qui ne sont pas encore là et qui vont habiter. Donc, il y a des sondages, on sait à peu près ce que veulent à peu près les gens. Comment on peut imaginer de travailler sur ces franges avec votre expertise en préparant justement avec les élus ce travail? Alors, je pense que ça fait à peu près 2 ans et demi qu'on travaille sur ce sujet des tiers-lieux en ville et en campagne, dans des centres denses, en métropole comme dans les franges. L'idée que des lieux dans lesquels pourront vivre, collaborer
les habitants d'un quartier, d'un bourg, d'un village et créer de nouvelles dynamiques est pour nous absolument essentiel. On n'est pas les seuls, évidemment, à s'être penchés sur la question, mais on a voulu profiter de notre expérience de ces fameux tiers-lieux en pied de résidence sociale ou d'ensemble immobilier mixte pour se dire on peut dépluguer ces tiers-lieux et les poser aux endroits où ils seront nécessaires pour créer des dynamiques de quartier ou de centre-bourg et pour intégrer à la fois la dimension accueil, convivialité, information, formation, intergénérationnelle, et aussi la question des services. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut apporter comme service dans ces lieux qui vont permettre à des gens qui vont s'installer ou des gens qui sont là et qui ont des besoins qui ne sont pas satisfaits, comment est-ce que ces gens-là vont pouvoir bénéficier sur un même lieu, à la fois une fois de plus, de cet accueil, de cette convivialité, de cette capacité à faire des repas partagés, des activités, l'école, etc. Et en même temps, à bénéficier de services de livraison de biens, d'AMAP, etc., de toutes sortes de choses qui sont nécessaires. Donc, je pense qu'il faut tout à la fois penser la question des personnes qui déménagent, qui quittent le centre-ville pour effectivement se rendre dans les endroits peut-être un peu plus verts, un peu plus nature, comme vous le décriviez. Je pense qu'il faut le faire, mais c'est comme dans les projets urbains. Je pense qu'il faut toujours le faire également en lien avec une couture très fine avec les gens qui existent déjà sur les lieux. Il ne s'agit pas de créer des néo-ruraux, mais bien d'intégrer de nouvelles populations, de nouvelles personnes dans une dynamique qui sera partagée à la fois par la collectivité. Et quand je dis la collectivité, ça veut dire le maire, ses adjoints, l'ensemble des élus, c'est-à-dire faire en sorte que tout le monde, même de sensibilités différentes, participe à un projet commun, accepte de faire du commun, du collectif, le fasse également avec ses services, le partage avec les réseaux locaux, les réseaux d'associations qui sont le ferment de tout ce qui peut se développer par la suite, avec les habitants des lieux, avec les commerçants et les prestataires également de la commune ou des communes avoisinantes. Donc il y a un vrai gros sujet, et là encore, l'assistance à la maîtrise d'usage, l'AMU, est absolument essentielle pour garantir cette espèce de mise en ligne, cette congruence de tous les acteurs qui vont tout à la fois proposer des services et des lieux de convivialité à leurs habitants, à leurs concitoyens et à ceux qui vont les rejoindre. Très bien. Ce travail de mise en cohérence, il est absolument essentiel. Et vraiment, j'insiste là-dessus parce que on voit beaucoup, dans des petites et dans des grosses communes, beaucoup de gens qui parlent de choses, et quand on parle de tiers-lieux, on ne sait pas si on parle de bistrot, de coworking, de Fab Lab, etc. Et donc, il est très, très important de construire, de prendre le temps, de construire un projet qui n'est pas forcément un projet d'édification d'un bâtiment neuf, mais bien d'occupation d'un pied d'immeuble, d'une petite maison, que sais-je, d'une ancienne maison des jeunes, ou que sais-je, et de prendre le temps de dessiner le projet social. Et ensuite de l'accompagner dans la durée, et donc de le faire évoluer avec les habitants qui arrivent et qui vont eux aussi participer de l'évolutivité du dispositif, de manière à pouvoir se l'approprier, et faire comme lorsqu'on suit un projet, on fait des réunions d'étapes, lorsqu'on construit un bâtiment, on fait des réunions de chantier. Ben, quand on fait un projet social, on fait des réunions d'étapes et on s'assure que ce projet collectif a du sens et qu'il se poursuit tout en tirant des bords, qu'il se poursuit sur un cap donné. Très bien. Je pense qu'on va en rester là pour cette matinée et sur cette assistance à maîtrise d'usage que vous nous avez fortement décrite. Et puis, on va surtout, ça préfigure notre débat du 10 février. On vous remercie vraiment et bonne journée. Et Merci. À très vite. Merci Louis, à très vite pour ce débat. À bientôt Serge.